je rencontrais un certain nombre de chefs d'entreprise. Et je leur disais, mais vous avez le droit d'être en colère. Parce que finalement, on a eu ces derniers temps, première séquence autour de l'été où on expliquait que si tout allait mal, c'était la faute aux boomers et aux retraités. Et puis après, on a eu la séquence Zuckman, et où si tout allait mal, c'est de la faute des riches et des chefs d'entreprise. Tout le débat budgétaire a tourné autour de ça. Et tout ça a envoyé des messages, je crois, qui ont fait qu'au bout d'un moment, le Premier ministre, même si le budget est certainement pas parfait, mais je crois qu'il était nécessaire aussi pour notre pays, pour son image, pour son attractivité, de dire stop. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Laurent. Ravi d'être reçu, parce qu'on a souvent l'habitude de recevoir chez nous dans notre studio, mais là nous avons l'honneur d'être à l'hôtel des ministres, oui, c'est ça. Exactement, à Bercy. Donc merci pour nous accorder ce temps. Merci à vous. On va parler de tout un tas de choses, évidemment autour de l'industrie, parce que comme vous le savez, le podcast des Forces françaises de l'industrie, comme son nom l'indique, parle d'industrie, c'est quand même plutôt bien fait pour ça. Ouais. On va essayer de balayer rapidement, parce que vous êtes un homme occupé, donc déjà que d'habitude, on a l'habitude de parler beaucoup, mais on aimerait balayer quand même votre parcours, les raisons qui vous ont fait arriver petit à petit dans ce bureau, et votre vision de la situation, qui est une situation que nous, on vit en parlant avec nos membres qui sont dans tous nos clubs de France, de façon, j'allais dire, inégale en fonction des secteurs, mais avec quand même pas mal d'inquiétudes, sauf pour certains secteurs qui sont pas mal aidés par l'actualité en ce moment, on va dire, mais pas forcément pour des bonnes raisons. Voilà, donc ça nous intéresse d'avoir ce point de vue, mais déjà de comprendre qui vous êtes, d'où vous venez. Donc si vous pouvez commencer par vous présenter, pas nécessairement de façon succincte, mais prenez le temps. Mais ça nous intéresse d'avoir un petit peu les détails du pourquoi. Bon, d'abord merci pour l'invitation. Je suis très heureux de vous recevoir ici à Bercy, dans ce beau bureau du ministre de l'Industrie, qui a toujours été le bureau d'ailleurs des ministres de l'Industrie. C'est très codifié à Bercy. Au 3e étage, c'est l'industrie. Et quand un ministre a dans son portefeuille l'industrie, est ici. Alors mon parcours jusqu'à ce 3e étage, tout commence, écoutez, il y a 48 ans, à Vichy, dans l'Allier. Mes parents étaient commerçants, donc chefs d'entreprise. Donc le milieu de l'entreprise est quelque chose dans lequel je suis né. Surtout qu'ils étaient commerçants dans une ville d'eau, une ville thermale, Vichy. Et donc c'était ouvert 7 jours sur 7. Donc on n'a jamais fait les 35 heures à la maison. Comme beaucoup de chefs d'entreprise aussi dans l'industrie aujourd'hui. Et très tôt, j'ai su que je voulais faire de la politique. En fait, mon père était conseiller municipal à Vichy, avec Claude Maluret, qui fait beaucoup parler de lui aujourd'hui comme sénateur de l'Allier, président de son groupe au Sénat. Et mon père était un chiracien, voilà. Et donc à la maison, on parlait beaucoup de politique, et beaucoup de Chirac. Et je donne souvent cette anecdote, mais ma prise de conscience politique, c'est 1988. Chirac vient de perdre le 2e tour face à Mitterrand. Et un ami à mon père lui dit au 1er tour, je n'ai pas voté pour Chirac, j'ai voté Le Pen. Et mon père lui a dit écoute, très bien, mais tu n'as plus rien à faire chez moi. Et j'avais 11 ans. Ce qui explique peut-être aussi pourquoi moi les extrêmes, c'est pas vraiment mon truc. Ouais. Et donc j'ai toujours su que je voulais faire de la politique. Donc j'ai fait l'Institut d'études politiques à Grenoble. J'ai fait un DESS de communication politique à Paris 1. Et pendant ce DESS, d'ailleurs, il fallait travailler. Donc j'étais assistant parlementaire à l'Assemblée nationale d'un député de Haute-Loire qui s'appelle Jean Proreul, il n'est plus député, mais M. Proreul existe toujours, il est toujours vivant. Après ça, j'ai été recruté par Dominique Perben, qui était député maire de Chalon-sur-Saône, comme assistant parlementaire. Et je ne connaissais pas vraiment Chalon à l'époque, j'en avais entendu parler. Et donc j'arrive en septembre 2001 à Chalon. Donc un Auvergnat qui va en Bourgogne. Voilà. Bien. Mais ça se mélange bien. Je vous parle en tant que Cantalou, donc voilà. Je comprends. Même si je venais d'une ville d'eau, la Bourgogne, en tout cas, je suis très très vite très bien accueilli à Chalon. Comme dans toutes les villes industrielles, finalement, il y a une culture de l'accueil, une culture assez populaire, liée sans doute au fait qu'il y a des ouvriers, il y a des gens qui viennent à Chalon, qui en font un bout de leur carrière, qui partent, qui reviennent.
Donc c'est une ville très accueillante, et puis je m'implante plutôt là-bas, puisque j'y rencontre aussi mon épouse. Et la vie fait que un jour vous franchissez le cap, c'est-à-dire de passer de collaborateur à élu. Et en 2014, je deviens président de la communauté d'agglomération. Alors comment ça se fait d'ailleurs justement cette transition? Ce collaborateur, on travaille beaucoup, on est dans les sujets, mais il n'y a pas ce risque, il n'y a pas cette... Oui, mais parce que je l'ai toujours vu, le rôle de collaborateur, comme l'apprentissage de ce que je voulais faire après. J'ai pas fait tout mon parcours et tout mon CV, mais j'ai beaucoup appris au contact de différents élus différents. Et d'ailleurs, j'ai vécu aux côtés de celui qui aujourd'hui est président du Grand Chalon, parce qu'il m'a succédé à l'agglo, Dominique Juillot. J'ai vécu à ses côtés à l'époque en tant que directeur de cabinet au Grand Chalon, la fermeture de Kodak, qui nous est annoncée en 2005. Énorme usine. 2500 salariés. Implanté depuis la fin des années 50, alors avec des phases successives de développement, mais qui était une énorme usine et qui produisait pour toute l'Europe les pellicules photos et les films également au cinéma, et aussi un gros volet médical, puisque la radiographie à l'époque se faisait avec des films. Voilà, et à l'époque, il y a une belle réaction de tout le monde, y compris de l'État d'ailleurs, qui débloque un contrat de site pour la réindustrialisation du bassin chalonnais. Il y a 164 millions d'euros qui sont mis sur la table. Kodak à l'époque dit on ne va pas fermer le site, on va essayer de l'ouvrir, d'en faire un campus industriel. Voilà. Et puis après, quelques années après, le foncier est cédé à l'agglomération. Et moi, quand j'arrive, on commence les aménagements qui permettent d'accueillir de nouvelles entreprises sur ce foncier. On fait un raccordement à l'autoroute. On fait un site industriel clé en main, qui est aujourd'hui devenu une des politiques d'ailleurs du gouvernement, mais tout ce qu'on aménage, on le fait pour que l'industriel arrive et puisse s'installer rapidement. Je m'implique beaucoup dans la politique nationale des territoires d'industrie. Je deviens aussi président des intercommunalités de France. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, je vraiment défends avec Intercommunalité de France les sujets liés au développement économique et à la réindustrialisation. Et puis, je suis élu député en mai dernier, en mai 2025. Voilà, et puis vous avez vu que quand Sébastien Lecornu décide de composer son gouvernement, il fait à la fois appel à des personnalités de la société civile et puis à des parlementaires nouveaux. Et je pense que mon parcours sur les questions industrielles et territoriales a beaucoup pesé dans le fait qu'un dimanche soir, il m'appelle en me disant voilà, est-ce que tu serais d'accord pour rentrer au gouvernement pour t'occuper de l'industrie? Alors qu'est-ce qui vous a pris vu les conditions, la difficulté qui était peut-être prévisible à l'époque, d'avoir finalement un poste à responsabilité dans une période de l'Assemblée nationale qui n'est pas forcément simple à naviguer. D'abord, au regard de mon parcours, du fait que j'ai porté dans mon territoire, même au niveau national avec Intercommunalité de France, les questions autour de l'industrie et de la réindustrialisation faisaient que pour moi, c'était quand même... je ne me voyais pas ne pas accepter le défi. Puis je pense que finalement, vous savez, c'est peut-être quand c'est plus difficile qu'on est plus utile encore. Quand la situation est difficile, je le vois bien d'ailleurs, on compte encore plus peut-être sur un ministre. On a beau dire dans notre pays qu'on critique beaucoup les hommes politiques, mais au final, on se tourne quand même beaucoup vers eux. Oui, ça, c'est tout le paradoxe français. Oui, c'est tout le paradoxe français. C'est donner beaucoup de pouvoir à des gens qu'on adore détester. C'est un peu ça. Ouais. Mais en même temps, on se tourne beaucoup vers l'État. Oui. C'est comme ça. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, mais c'est comme ça. Aussi parce que la Ve République a été très organisée autour de l'État, très organisée de manière assez verticale, quand même. Et d'ailleurs, je pense que ce qui perturbe pas mal les Français en ce moment, c'est que cette verticalité, elle est remise en question par une Assemblée nationale très complexe à gérer. Mais pour en revenir au sujet,
Moi, j'ai pas hésité parce que cet enjeu de la réindustrialisation, regarde ce que j'avais fait à Châlons, je me suis dit que ça pouvait être utile au niveau du pays, que je pouvais amener cette expérience d'élu local, d'un certain savoir-faire, de la nécessité effectivement de simplifier les implantations d'entreprises en y associant les collectivités locales. Et donc, quand Sébastien Lecornu m'a proposé, j'ai dit oui. Bon. Voilà. Et est-ce que vous en êtes, maintenant que vous êtes en poste et que vous avez vu la complexité des choses, moi je discutais avec quelqu'un qui a des postes aussi importants, qui me dit, on avait quand même l'impression, pardon d'avoir cette formule, mais il y a des moments, c'est un peu d'être l'assistante sociale du truc, c'est-à-dire de voir passer des sujets, d'être là, d'écouter, mais parfois d'avoir un pouvoir qui est un petit peu moins fort que ce qu'on voudrait pour l'action. Vous le vivez comment? Ah non, ça? Je crois pas. Non, ça vous aide. Ah non, je crois pas. Vous savez, on peut dire beaucoup de choses de l'administration, mais en fait, l'administration, elle a besoin d'être dirigée. Ouais. Je pense d'ailleurs que mon passé d'élu local qui dirigeait une collectivité est sans doute quelque chose de très utile. Et j'ai jamais eu l'impression de... Ça fait pas très longtemps, vous me direz, hein, ça fait 5 mois. Ouais, vous avez mais eu le temps j'ai jamais eu l'impression d'être un espèce de passager. Bien sûr qu'il y a une forme de continuité de l'État. Il y a des choses qui étaient commencées avant moi, qui poursuivront après moi. Mais en même temps, je crois que chacun amène, en tout cas à sa manière, des priorités, une manière de défendre les dossiers et les sujets, l'argumentation qu'on y voit. C'est ça le rôle du politique d'ailleurs. Mais c'est quoi votre jugement, votre avis, par rapport à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale pendant des mois où nous, chefs d'entreprise, on a regardé ça avec des yeux... C'est terrible. Voilà. À midi, je rencontrais un certain nombre de chefs d'entreprise et je leur disais mais vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit. Et je veux bien prendre tout sur mon dos si ça peut vous aider. Parce que finalement, on a eu ces derniers temps, première séquence autour de l'été où on expliquait que si tout allait mal, c'était la faute aux boomers et aux retraités. Et puis après, on a eu la séquence Zuckman, et où si tout allait mal, c'est de la faute des riches et des chefs d'entreprise. Et tout le débat budgétaire a tourné autour de ça. Même si je pense que au gouvernement, on a tout fait justement pour repousser un certain nombre d'horreurs qui étaient proposées en la matière. Mais pour autant, ces messages ont été véhiculés des mois durant. Plus un jour, vous ouvrez votre téléphone et vous avez une alerte, 53 milliards d'euros d'impôts supplémentaires décidés par l'Assemblée. Bon, non, c'est juste un amendement qui a été voté, adopté, peut-être des fois en commission. Bon. Mais tout ça a envoyé des messages, je crois, qui ont fait qu'au bout d'un moment, le Premier ministre, même si le budget n'est certainement pas parfait, mais je crois qu'il était nécessaire aussi pour notre pays, pour son image, pour son attractivité, de dire stop. Alors peut-être que ce budget n'est pas le budget dont auraient rêvé tous les chefs d'entreprise, hein, et je suis prêt à parfaitement l'entendre. Mais je crois qu'on a essayé d'éviter un certain nombre de choses et de faire en sorte qu'au bout d'un moment, il fallait trancher. Il fallait que le pays ait un budget et que maintenant on passe à autre chose. Et que malgré tout ça, moi je tire toujours un sacré coup de chapeau aux chefs d'entreprise parce que malgré tout ça, on a fait 0,9% de croissance, mieux que nos voisins allemands, mieux que nos voisins italiens. Avec une plus grosse dépense publique quand même. Vous savez, nos voisins italiens, par exemple, aujourd'hui, certes, dans les ratios, on a l'impression que c'est mieux, mais ils bénéficient à plein de leur plan de relance européen où ils ont eu 200 milliards, nous 70. Et eux, ils sont en plein dedans. Donc on verra quand ce plan sera terminé, c'est-à-dire à la fin de cette année, 2026, et qu'il n'y aura plus les fonds européens, quel va être l'état des finances publiques italiennes aussi. On verra. Très bien. Et ce que je vous disais juste avant, c'était un petit peu à l'aune de votre réponse sur l'Assemblée nationale. Vous avez, un certain nombre de prérogatives et vous venez de nous le dire, vous êtes dans l'action, vous avez l'impression d'être utile. Ça, c'est le rôle du ministre directement. Il y a ensuite le rôle d'un gouvernement qui va défendre un budget. Donc on a pu constater, vous l'avez dit vous-même, que ce n'était pas forcément votre budget, qu'il fallait faire avec, mais c'était comme ça.
En attendant, l'impact du budget a naturellement, se sent tout de suite sur la compétitivité des entreprises et surtout les entreprises industrielles. Donc, vous voyez, est-ce que ça, c'est pas désespérant de se dire, on est dans l'action, on essaye d'aider. Moi, j'entends beaucoup de chefs d'entreprise qui voient aussi des différences de ministre à l'autre. Mais ce budget, je veux bien, mais ce budget aussi, il y a quand même un effort supplémentaire de un peu plus de 6 milliards en direction de la défense. On ne va pas me faire croire que ces 6 milliards en direction de la défense ne vont pas aussi un peu servir tout notre tissu industriel. Donc, certes, il y a des côtés négatifs, mais il y a encore un certain nombre de crédits pour accompagner à la décarbonation des entreprises qui sont présents. Il y a le crédit impôt recherche qu'on a maintenu, alors que certains voulaient y mettre fin. Voilà, oui, il y a des mesures qui sont complexes pour l'entreprise. Oui, il y a eu un débat qui a été un peu nuisible et nocif, c'est clair. Mais l'ambition de ce gouvernement de continuer à industrialiser le pays, elle demeure intacte. Par contre, on vit un moment qui est difficile. Voilà, on vit un moment qui est difficile. Et je crois qu'il était nécessaire de sortir de ce moment néfaste pour l'attractivité de notre pays en matière de ce que nous renvoyons, et qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que tout est fini. Moi, il y a 2 ans, je n'étais pas à cette place, mais il n'y a même pas 2 ans, quand vous rencontriez les chefs d'entreprise, le sujet, c'est on n'arrive pas à recruter. Il faut qu'on recrute. Toujours un peu, là. D'ailleurs, toujours. Non, enfin, vous ne pouvez pas dire d'un côté tout va mal et de l'autre, j'arrive pas à recruter. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, je pense qu'en France, et parfois, c'est des bons problèmes. Quand je vais dans certains secteurs du pays, je rencontre certains chefs d'entreprise qui me disent ah, vous vous rendez compte, j'arrive pas à recruter. Je dis mais c'est un bon problème quelque part. Parce que moi, j'ai des chefs d'entreprise parfois que je rencontre qui me disent je vais devoir licencier. Et ça, c'est plus inquiétant. Et on a des filières économiques aujourd'hui, effectivement, qui recrutent massivement. J'étais dans la Manche, autour de ce qu'on appelle le projet Aval du futur, avec Orano par exemple. C'est 6 ou 7 000 personnes à recruter pour doubler nos capacités de traitement des déchets nucléaires à La Hague, pour accompagner Naval Group, c'est colossal. Et ça, comment vous l'expliquez dans un pays qui a quand même plus de 7% de chômeurs, qu'on ait tant de mal à recruter? Mais d'abord, je pense que la notion de plein emploi n'est pas du tout la même en fonction des territoires. Les territoires qui ont été marqués par les crises industrielles longues, qui ont eu parfois des populations qui pendant longtemps ont été dans un chômage de masse un peu élevé, sont des territoires dans lesquels, vous savez ce qu'on appelle le chômage structurel ou frictionnel, c'est-à-dire celui en dessous duquel on ne peut pas descendre, je pense qu'il est plus élevé dans certains territoires. Et que dans d'autres, effectivement, il va se situer autour de 4-5%. Des fois, la formule un peu rapide qui consiste à dire « Non, mais moi, envoyez-moi quelqu'un, je l'embauche, je le forme et tout ça », c'est pas vrai. Oui. Le chef d'entreprise veut quelqu'un qui est quand même à peu près apte à commencer. Après, peut-être qu'il y a des réformes aussi à faire dans l'assurance chômage. D'ailleurs, les partenaires sociaux viennent de se mettre d'accord sur la question des ruptures conventionnelles, par exemple. Que peut-être que dans notre pays, il y a certaines situations où on n'incite pas assez à sortir du chômage, sans doute, où on a fait en sorte que les gens restent peut-être trop longtemps dans le chômage. Oui, avec l'impression parfois que le travail ne paye pas tant que ça, Ben, entre le oui, brut et le net. On parlait de réforme, c'est un petit peu autour de ça, ça a un impact quand même assez oui, fort. on aura. Le Premier ministre a eu l'occasion de le dire. 2027, ça va être l'heure d'un certain nombre de choix vraiment structurels. Parce que regardez le paradoxe aujourd'hui. On a des systèmes d'allègement de cotisations sociales qui ont été faits depuis des années. Pourquoi faire? Pour essayer de garder un peu de compétitivité pour nos entreprises. Mais qui ont été faits surtout pour compenser le coût d'un État-providence qui est généreux dans notre pays. Et on est content de pouvoir se soigner. On est content d'avoir des retraites. On est content quand on perd son boulot et que ce n'est pas forcément de sa faute, de pouvoir être indemnisé. Voilà. Mais tout ça a un coût qui est
en plus avec le phénomène démographique de vieillissement de la population, est de plus en plus important. Et que donc il va falloir effectivement, pour la présidentielle de 2027, savoir si on prend ce sujet à bras-le-corps, sans doute autrement que juste avec quelques mesures paramétriques, pour pouvoir faire en sorte que le brut se rapproche du net, parce que pour que le brut se rapproche du net, il faut que les cotisations sociales soient moins élevées. Ouais. Vous savez parfaitement. Et pour ça, il faut faire des réformes en profondeur. Mais on n'a pas une Assemblée nationale qui permet de faire des réformes en profondeur aujourd'hui. Donc 2027, ça sera des choix courageux. Et donc ça veut dire les Français auront le choix ça... entre les démagogues, ouais. qui leur feront croire que tout peut continuer sans rien, et puis ceux qui diront la vérité. Et donc ça veut dire que d'ici là, vous pensez quand même pouvoir agir d'un point de vue tactique. D'ici là, on peut quand même agir. Moi, j'ai pris des mesures avec les services de l'État pour qu'on essaye de faire en sorte qu'on facilite encore plus les implantations d'entreprises. Ça veut dire réforme notamment du foncier, enfin l'accession au foncier, tout ce sur l'accès au ZAN. foncier. Sur l'accès au foncier, moi je veux donner beaucoup plus la main au préfet pour dire ben voilà, ici il y a un foncier qui est disponible, il peut être clé en main, allez-y, on y va. Donc et si on on crée trouve des une capacités. grenouille, on va pouvoir construire quand même. Comment ? Même si on trouve une grenouille, on va pouvoir construire. Je ne sais pas si même si on trouve une grenouille, on pourra construire, mais en tout cas, moi, je veux m'appuyer beaucoup plus sur le terrain et dans le dialogue entre élus locaux et préfets. Moi, je l'ai fait chez moi, c'est comme ça que ça a marché. Donc, si ça a marché en Saône-et-Loire, je pense que ça peut marcher ailleurs. Oui, ça, c'est vraiment votre expérience de terrain. Vous qui avez, justement, et en plus de façon rapide, puisqu'entre le moment où nous, on a commencé à discuter, vous étiez effectivement à Châlons. Je crois qu'on s'était donné rendez-vous en se disant voilà, oui, mais là, il y a la députation qui arrive, donc on a repoussé. Puis le temps qu'on arrive, ça y est, vous étiez ministre. Ouais. Donc vous avez quand même traversé les couches assez rapidement, mais vous les avez traversées. Il y en a beaucoup quand même des couches. Est-ce que comment vous vivez ça, vous qui avez été sur le terrain en tant qu'élu local et que maintenant vous avez un peu plus de hauteur Je me rends compte dans les autres pays, il y en a autant. Ouais. Ouais. En fait, c'est l'histoire de tous nos pays qui fait ça. Que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie, même en Allemagne, il y a beaucoup de couches. La vraie différence, en fait, entre la France et la plupart des autres pays, c'est que les autres pays sont soit régionalisés ou fédéraux, ce qui est à peu près la même chose. Ouais. Alors que nous, on a ce système très unifié, où les règles sont partout les mêmes pour tout le monde, et où parfois d'ailleurs on dit « Ah, c'est pas bien, parce que c'est rigide et machin ». Et moi, quand je vais dans d'autres pays, ils disent « Ah, c'est vachement bien la France, parce que on est à Bordeaux, on est à Nantes, ou on est à Châlons, ben, les règles, c'est à peu près les mêmes. » Alors que nous, industriels, dans notre propre pays, quand tu passes de la Catalogne à l'Andalousie, c'est pas les mêmes règles. C'est pas la même fiscalité. C'est pas la même fiscalité. C'est compliqué. On a faut qu'on sache parler l'espagnol, le catalan et l'anglais. Voilà. Donc ne nous disons pas non plus que notre système français, il est aussi différent que ce que vivent les autres. Non, par contre, il faut qu'on identifie mieux les acteurs. Oui. Ça, c'est vrai. Ouais. Moi, je crois beaucoup au fait que, par exemple, sur le développement économique, aujourd'hui, il faut être clair, c'est Interco sur le territoire et la région, au niveau régional, pour travailler sur la carte des formations, sur, le soutien à l'innovation, sur faire venir des boîtes, l'exogène, pardon, et faire un premier filtre, parce que les boîtes, elles ne peuvent pas aller taper à la porte de 1254 Interco. En général, d'ailleurs, elles vont plutôt taper à la porte de l'État, et après, c'est l'État qui répartit entre les régions, en tout cas pour les projets étrangers. Et donc ça, il faut que ça soit clair. Le patron du développement économique sur un territoire, c'est le président de l'Interco. C'est le président de l'agglo, c'est le président de la métropole, c'est le président de la communauté urbaine. Et il a avec lui les outils pour le faire. Le foncier, les mobilités et les transports, les questions énergétiques. Et comme ça, le chef d'entreprise, il a un espèce de guichet unique vers lequel il se tourne. Et avec les régions, il faut que ça soit hyper fluide. Voilà. Porte d'entrée, c'est comme ça. Et tout ce qui est agence de l'État, ça, vous êtes pour le retour, enfin,
le renforcement du pouvoir du préfet, parce qu'on l'a un peu déshabillé aussi, le préfet. Moi, l'avantage des agences, c'est qu'elles ont plus de souplesse, notamment budgétaire, par exemple. Par contre, il faut effectivement qu'elles soient bien placées, et d'ailleurs c'est ce que souhaite le Premier ministre, sous l'autorité des préfets. Donc ça va arriver. Et ça va arriver. D'ailleurs, c'est déjà arrivé, par exemple, l'ADEME désormais est clairement sous l'autorité du préfet. Je pense que vous allez faire des heureux. Ben, j'espère. j'espère. Mais parce que, effectivement, on a besoin. Il n'y a rien de pire que parfois d'avoir le sentiment que l'État parle à plusieurs voix. Et ça, d'ailleurs, avec mon collègue Mathieu Lefebvre à l'environnement, c'est quelque chose sur lequel on essaye de réfléchir et de travailler, parce que très souvent, c'est des sujets, voilà, c'est soit Bercy, soit environnement, en fait, les deux grosses administrations à qui on a à parler. Donc, on veut faire avec Mathieu, aller en région et faire des revues de projets sur les projets stratégiques ensemble, voir s'il y a des choses qui bloquent. Et dans ce cas-là, en interministériel, tous les deux, on essaie de débloquer les choses. On va essayer de mettre, maintenant que les élections municipales vont être passées, que les acteurs locaux vont être installés, on va essayer d'aller faire ça dans les régions assez régulièrement. Donc ça, c'est dans vos mains, ça peut avancer. Bon, c'est déjà une très bonne chose. Mais vous savez, comment dire, moi je crois pas, j'ai jamais vraiment cru à tous les grands chocs de simplification. C'est devenu une blague en fait. Depuis, un peu parfois. Ouais, c'est devenu la running joke. Regardez le projet de loi simplification, je crois qu'il est rentré à l'Assemblée avec une vingtaine d'articles, il en ressort avec presque une centaine. Donc au final, ça veut dire produire plus de normes. Et de mon expérience, je dis ça avec un peu de recul et avec modestie, mais j'ai remarqué que les acteurs, finalement, ils préfèrent une mauvaise règle à des règles qui changent tout le temps. La mauvaise règle, on finit par s'y adapter, on trouve les solutions, on discute avec les autorités locales, souvent, et on trouve les moyens de se faufiler dedans. Quand ça change tout le temps, l'instabilité permanente, qu'elle soit politique d'ailleurs, ou juridique, alors c'est bien pour les conseils juridiques, mais pour le cadre, l'environnement économique, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Et c'est pour ça que, vous savez, on parle tout le temps de ces problématiques foncières sur l'environnement et l'environnement. Et c'est pour ça que moi je me bats pour j'ai donné la main au préfet pour qu'on ait plus de fonciers industriels clés en main, de sites industriels clés en main et des vrais clés en main. Parce que dans 99% des cas, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe et quand le chef d'entreprise devient fou ? Le chef d'entreprise, il devient fou quand il a un foncier qu'on lui a proposé il y a quelques années, qu'il l'a acheté, et puis que quelques années plus tard, après avoir construit sur une partie de la parcelle son premier atelier et qui veut agrandir sur la deuxième partie de la parcelle, eh bien que quelques années plus tard, il se rend compte qu'en fait son foncier, il est plus... Il y a une zone humide, exactement. Un machin. Voilà, machin. Donc il faut vraiment qu'on propose... D'abord, il faut que les fonciers privés, les chefs d'entreprise, et ça, avec les organisations professionnelles, que ce soit le MEDEF, la CPME, je leur ai dit qu'il faut qu'on travaille avec les chefs d'entreprise pour que quand ils ont du foncier chez eux, il faut qu'ils l'entretiennent, pour que ça ne devienne pas une friche. Parce que si ça devient une friche, il y a une espèce naturelle protégée qui va s'installer ou il y a une zone humide qui va se créer. Et puis deux, que nous, les collectivités, enfin je dis encore nous, les collectivités, vous voyez, que les collectivités aient plus de sites industriels clés en main, de fonciers industriels clés en main à proposer, parce que ça, c'est l'assurance de la sécurité juridique pour l'industriel. Mais ça veut dire des études qu'on n'est pas obligé de refaire tous les 5 ans, enfin quand elles sont faites, elles sont faites. Ça veut dire que les collectivités, elles prennent tout ça en charge. Okay. Et que quand vous arrivez, vous avez juste votre permis de construire et votre ICPE à déposer. Et que si en plus, l'agglo, quand elle vous a reçu et qu'elle vous a accompagné sur votre foncier, elle a fait venir les services avec monsieur le sous-préfet ou le préfet de l'Adréal pour bien étudier en amont votre projet et savoir si votre ICPE, ça va être une autorisation, une déclaration ou un enregistrement, votre projet se passe bien. Et j'ai plein d'exemples en France comme ça. On parle tout le temps de ceux qui se passent mal, mais combien de projets se passent bien parce que c'est organisé comme ça, parce que la collectivité a pris les choses en main, parce que dans une relation de confiance avec les services de l'État, on anticipe les choses.
Ça, il faut que ça se déploie de plus en plus. Donc cette culture-là se déploie de plus en plus. Donc ça veut dire que les histoires où il y a effectivement l'attribution d'un territoire, j'allais dire d'un terrain où on a le droit de construire, toutes les études ont été faites. À ce moment-là, il y a d'abord du temps pour avoir le permis de construire, puis on a un recours, et puis le tribunal administratif met 2 ans à juger, puis au bout d'un moment, vous arrivez, on est en train de travailler à la fin des études. Ouais, on est en train de travailler sur un décret pour que les recours au titre de l'environnement soient traités directement en cour administrative d'appel. Donc vous encadrez plus les recours. Et surtout, on va gagner 1 an. Parce qu'on enlève la première instance, en fait. Okay. Directement en cour administrative d'appel. Donc, on va gagner beaucoup de temps. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je pense qu'aussi, il y a des territoires qui ont gardé la culture industrielle et d'autres moins. D'autres qui l'ont perdu complètement, même. Et donc, c'est plus difficile de faire des projets industriels là où ils l'ont complètement perdu. Quand je dis ça, je n'ai pas la réponse à la question de ce qui peut se passer dans certains de ces territoires. Mais l'autre jour, j'étais à Dunkerque oui. ou au Creusot. Oui. Il n'y a jamais de recours sur les projets d'implantation d'usines. Jamais. Dans le Grand Est, je n'ai pas beaucoup d'exemples de recours sur les projets d'usines dans certains territoires à vocation industrielle. Et puis il y a des territoires qui ont une sociologie qui a changé, qui ont des belles façades maritimes et où la culture industrielle est un peu différente. Et où c'est parfois plus difficile et où on a beaucoup d'associations qui se montent et où il y a beaucoup de recours qui s'opèrent. Voilà. Bon, il faut travailler avec les élus locaux. Et puis pour les autres territoires qui sont très attractifs, ça leur donne une chance aussi de rebondir. Parce que ces territoires-là, ils ont beaucoup souffert. Ah oui. Et moi, quand je vois aujourd'hui à Dunkerque ou au Creusot ce qui se passe, et comme ça je ne parle pas de Chalon, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Parce que c'est des territoires qui méritent aujourd'hui d'avoir ce rebond-là, grâce à l'industrie, parce qu'ils ont voulu garder la culture, parce qu'ils y ont toujours cru. Et qu'aujourd'hui, quand il s'agit de faire des projets, ça se passe bien. Voilà. Alors justement, on parle de projets. On a beaucoup parlé effectivement simplification. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus vite pour sortir aussi un certain nombre d'industriels d'un sentiment de on n'y arrive pas en France, on nous ennuie, machin, etc. Bon, ça reste des Français, donc on aime bien râler même quand c'est pas nécessaire, mais enfin il y a quand même eu un certain nombre de cas où ça justifiait. Donc ce que je comprends de votre message, c'est que vous l'avez entendu et vous êtes en train d'améliorer un certain nombre de choses. Mais parce que souvent, on a proposé des fonciers qui n'étaient pas prêts. Souvent, regardez les projets qui sont compliqués, ce sont des fonciers qui n'étaient pas prêts. On a dit, tiens, il y a un beau projet là, là j'ai 200 hectares. Ouais, mais ils sont prêts? Non. Ah ouais, mais il faut que ça soit prêt dans 6 mois. Alors on fait tout ce qu'on peut. Moi j'ai vu des cas où c'était prêt. Et il y a eu des recours? Non, pire. Même pas? Alors qu'est-ce qui s'est passé? On les a obligés à faire de l'archéo, normal. Alors c'est que c'était pas prêt. Ah oui, vous dites... Non, moi, un foncier clé en main, il ne vous reste plus que votre permis de construire. Et votre ICPE, installation classée au titre de la protection de l'environnement, parce que ça, il n'y a que l'industriel qui peut le faire, parce que ça dépend à l'activité que vous implantez. Donc ça veut dire que vous faites toutes les études, l'archéo, les fouilles et tout. Archéo, on fait faune-flore, 4 saisons, environnement dans tous les sens, on fait les voiries, on emmène les fluides, on met les bassins de rétention pour les eaux pluviales, voilà. Tout ce que l'on peut faire en amont est fait. Après, il y a des choses qui restent de la responsabilité de l'entreprise. Son bassin pour la sécurité incendie, il est lié à l'activité. Son ICPE, c'est lié à son activité. Son bâtiment, il le construit en fonction de son process industriel. Donc ça, c'est le permis de construire et l'ICPE. Mais ça, normalement, si vous voulez, vous n'avez pas de mauvaise surprise. Par contre, effectivement, si on vous vend un foncier et puis qu'on vous dit maintenant il faut faire les études archéo et que vous n'êtes pas loin d'une voie romaine, on vous fait prendre un risque. C'est vrai. Et moi, j'appelle pas ça un site clé en main. Jusqu'à présent, on faisait des appels à projets tous les 2 ans, enfin appels à manifestation d'intérêt tous les 2 ans en direction des intercommunautés en disant proposez-nous vos sites industriels clés en main, nous allons les labelliser. Ça, c'est terminé.
On a signé avec Françoise Gatel une circulaire qui a été adressée au préfet au début du mois, fin février, donc il y a quelques semaines à peine, pour leur donner la main et pour labelliser au fil de l'eau, pas tous les 2 ans, au fil de l'eau, des fonciers qui sont clés en main. Ok, très bien. Sur les secteurs, Ouais. on parlait un petit peu pour préparer cette interview, il y a quand même un grand écart absolument fou entre certains secteurs qui explosent, qui ont du mal à recruter, et d'autres qui ne savent pas quoi faire pour éviter les licenciements, voire même qui sont dans des situations très difficiles où il y a des licenciements, voire des fermetures. C'est quoi votre lecture des choses? Qu'est-ce qui est en train de s'opérer dans, on va dire, ce qui reste de l'industrie française, même si on est quand même sur quelque chose d'assez stable, en tout cas depuis le début on n'appelle plus ça septennat, mais du premier quinquennat, on va dire. Je ne sais pas si on a réindustrialisé, mais en tout cas, on a arrêté a priori la décroissance. Qu'est-ce que vous voyez comme locomotive? Juste sur le constat, pour qu'on soit bien d'accord. La France s'est désindustrialisée. 2005-2015, 1 million d'emplois industriels détruits. Et, comme vous le dites, on a arrêté la courbe. 2018-2024, pas moi qui le dis, c'est la Fabrique de l'industrie qui dit 2018-2024, on recrée 180 000 emplois industriels. Je rappelle juste que l'Allemagne, depuis le Covid, a détruit 250 000 emplois industriels. Ça, c'est 2018-2024. Et là, on vient de finir 2025 et on commence 2026. Et on voit bien qu'on a un moment de bascule. Est-ce que ça redescend? Est-ce que c'est stable? Est-ce que ça repart? C'est ça le sujet aujourd'hui. Et moi, je vois une industrie contrastée entre des secteurs qui sont frappés de plein fouet par ce qu'on appelle les surcapacités asiatiques, qui, du fait du ralentissement du marché chinois, puisque la croissance en Chine n'est pas à ce qu'ils annoncent, puisqu'ils ont un plan. Donc il faut que le résultat à la fin de l'année soit le même que celui qui est annoncé au début. Vous voulez dire que le Parti communiste chinois, parfois, ça a toujours été comme ça. dirait des choses qui ne sont pas complètement sincères. Mais sauf que on voit bien que toutes les études le montrent que la consommation intérieure chinoise ralentit. Enfin voilà, phénomène démographique aussi, ça ralentit. Les États-Unis de Trump qui se sont fermés, résultat, ils produisaient gros comme ça, leur marché intérieur se ferme, le marché américain se ferme. Donc tout ça, c'est pour nous. Tout ça vient chez nous, et particulièrement sur l'acier, la chimie. La machine-outil, mais on fait peu de machine-outil en France. Ça concerne plus les Allemands. Où là, on voit bien que c'est sidérurgie, les clauses de sauvegarde arrivent, chimie, qui est très fragilisée, la chimie est très très fragilisée, qui sont complètement victimes de ça. L'automobile, qui est aussi aujourd'hui une industrie fragilisée, un peu plus de 2 millions d'immatriculations en 2019, et aujourd'hui 1 600 000, donc on a perdu un peu plus de 600 000 immatriculations. Et on était à 3 millions il n'y a pas tant de temps. Et sans doute 3 millions il y a encore un peu plus. Moi, je ne me satisfais pas du constat qui est de dire c'est la faute à la voiture électrique. D'abord parce que, en plus, la voiture électrique aujourd'hui tire le marché. Elle est en croissance. Ensuite, parce que ça commence à baisser, certes avec le Covid, et après, mais à l'époque, en 2019, je crois que les véhicules électriques représentaient 1,2% des immatriculations. Et qu'aujourd'hui, ils représentent 25%. Et que j'ai du mal à expliquer que 25% représentent 100% des difficultés. Il y a eu une montée en gamme sur le thermique. Il y a eu des équipements de sécurité qui auparavant étaient optionnels, qui maintenant sont obligatoires, qui renchérissent aussi le coût des véhicules. C'est ça le sujet d'ailleurs. Il y a des changements de comportement. Je ne sais pas si vous avez des enfants. 4. Moi j'ai un fils de 18 ans. Je lui ai rappelé qu'il fallait qu'il passe le permis. Oui, ça c'est sûr. Et pourtant, on n'habite pas au cœur d'une grande métropole. Chalon-sur-Saône, l'agglomération, c'est 110 000 habitants. Et beaucoup de ses copains, c'est pareil. On a développé massivement les transports collectifs. Et on a incité les pouvoirs publics à le faire. Et d'ailleurs, ça attire Alstom, par exemple, qui vend plus de trains, plus de métros, plus de tramways.
Donc il y a un rapport à l'automobile qui a changé. Mais cela étant, nous on travaille avec la filière automobile parce que c'est une industrie extrêmement importante pour nous et il faut que ça reparte. Mais on doit intégrer ça dans notre diagnostic. Et puis à côté de ça, il y a des filières industrielles qui, je parlais des transports avec Alstom par exemple, j'étais à Belfort où ils recrutent encore 200 personnes cette année. Vous avez le nucléaire. Le nucléaire, c'est 10 000 recrutements par an. L'aéronautique, l'an dernier, ils ont recruté 25 000 personnes. Le luxe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La défense, pardon, on en parlait tout à l'heure, qui tire notre économie. Voilà, donc je pense qu'on ne peut pas... Enfin, je ne dis pas que la situation que tout va bien. Je ne dis absolument pas ça. Moi, je préférerais qu'au lieu d'avoir 0,9% de croissance, je préférerais qu'on ait 3% de croissance ou 2% de croissance et que, comme il y a 2 ans, tout le monde vienne dans mon bureau en disant notre problème, c'est de recruter. Bon, il y en a qui viennent avec ça. On le disait tout à l'heure. Puis il y en a d'autres avec des industries qui font face à des difficultés, à un marché mondial qui n'est pas là. Voilà. C'est ça le portrait aujourd'hui de notre industrie. Et donc il faut des réactions aussi au niveau européen, d'où la préférence européenne pour laquelle on se bat, pour dire que quand on met en place des dispositifs de soutien à notre industrie, eh ben, il faut qu'ils aillent aux industries qui font le choix de l'Europe. Comment d'ailleurs vous la vivez, cette défense européenne? Parce que nous, on est assez critiques d'un point de vue géographique. Quand on voit le nombre de pays qui sont quasiment exemptés, qui sont considérés quasiment comme des pays européens alors qu'ils ne le sont pas. On parlait voitures électriques, on peut parler agriculture, beaucoup de choses. Le Maroc, par exemple, aujourd'hui, qui attire quasiment 50% des investissements chinois dans la voiture électrique, a quand même, bénéficie d'une porte, je ne sais pas si elle est grande ouverte, mais en tout cas, elle n'est pas fermée. Comment est-ce qu'on gère ce genre d'exception où on a un effet d'annonce qui dit ça y est, la préférence européenne est arrivée, et puis on voit les paragraphes 8 et 9 où on se dit finalement il y a dû avoir une négo un peu compliquée avec certains États, alors on ne sait jamais lesquels mais on se doute, qui fait que ça va moyennement nous protéger, quoi. Ça ne vous a pas échappé que l'Union européenne, ce n'est pas que la France? Ça ne m'a pas échappé. Parce que si on avait tenu le stylo, c'est sûr que le texte sorti de la Commission ne serait pas exactement celui-là. D'ailleurs, vous avez été assez mesuré sur l'annonce. Vous avez fait partie des gens qui ont dit, bon, c'est un pas, mais... D'abord parce que le texte, en fait, il n'est pas fini. C'est la proposition de la Commission. Ouais. Après, il y a le travail du Conseil et il y a le travail du Parlement. Donc là, il y a moyen que... C'est comme... si on devait comparer à notre fonctionnement en France, quand il y a un projet de loi, il est déposé par le gouvernement, ensuite il part à l'Assemblée nationale, il va au Sénat, puis des fois il y a une deuxième lecture, et puis à la fin il est adopté. Donc là, il y a un prochain round. Donc il y a un processus européen qui est que on a le texte de proposition de la Commission, et je pense qu'il était important qu'au bout d'un moment il y ait un texte qui sorte de la Commission. Ce texte a mis sur la table la préférence européenne qui, il y a quelques années, était sans doute quelque chose d'inimaginable. Bien sûr. Et là où on a un désaccord, c'est que nous pensons que la préférence européenne, et que le Made in Europe, c'est l'Union européenne. Que ça n'empêcherait pas de regarder au cas par cas, parce que la concurrence... honnêtement, de certains pays est une concurrence juste. Ouais. Et que donc au cas par cas, on puisse se dire qu'il peut y avoir des accords au cas par cas avec certains pays, plutôt que la proposition telle qu'elle sort aujourd'hui de la Commission, qui est de dire on intègre tout le monde, puis on verra ensuite par acte délégué si on enlève des pays. Je crains que par cette méthode-là, on n'en enlève pas beaucoup. Donc, maintenant, on a tout un travail de pédagogie à faire pour essayer d'inverser un peu cette manière de voir les choses et de parvenir à une préférence européenne qui soit d'abord faite pour le Made in Europe et le vrai Made in Europe. La semaine dernière, c'était cette semaine, j'étais en Espagne.
Et en Espagne, je suis allé visiter une usine Gigafactory de batterie qui est faite par la filiale de Volkswagen. Ouais. Et j'avais la liste des projets de Gigafactory en Europe, mais pas que. Pas que. Et là, avec mon homologue espagnol, je lui ai dit, mais regarde, là, ta Gigafactory dont tu es très très fier, en fait, demain, si le mécanisme de préférence européenne est ouvert à tous les pays avec lesquels on a des accords de libre-échange, bah, au final, ta Gigafactory qui est ici en Espagne, à Valence, dont tu es très très fier, elle va être en concurrence directe avec un projet de Gigafactory en Turquie, un projet de Gigafactory en Indonésie. Et je ne suis pas sûr que tu serais très content que l'argent européen, des subventions éventuelles à des batteries qui seraient faites en Indonésie, par de l'argent public européen, puisse ensuite subventionner de l'achat de véhicules électriques. Donc on a un travail de pédagogie à faire, mais c'est passionnant et on va le faire. Ok. Donc ça, en tout cas, vous êtes lucide là-dessus. Il y a encore du boulot. Ah oui, il y a encore du boulot, oui. Parce qu'il y a eu quelques effets d'annonce où on s'est dit, ouais, on a gagné. Il y a des choses bien. Enfin, d'abord, le fait que, quand même, le principe de préférence européenne, de l'inscrire, rend quand même, va donner quand même un cadre à des dispositions qui existent déjà et qui aujourd'hui peuvent être parfois un peu juridiquement fragiles. Je m'explique, aujourd'hui, la France a mis en place l'éco-score sur les véhicules électriques. C'est de la préférence européenne avant l'heure. Voilà. Le cadre juridique européen va conforter cette position-là. Donc ça, c'est bien. Ce qui est bien aussi, c'est que la préférence européenne, c'est pas fermer l'Europe. C'est choisir un certain nombre de secteurs stratégiques qui peuvent être soutenus par des subventions, comme l'achat de véhicules électriques ou l'aéronautique, ou des choix politiques forts en direction de secteurs industriels stratégiques, et aussi les marchés publics. Donc la préférence européenne, ce n'est pas une mesure protectionniste, c'est une mesure de soutien et de manière d'envoyer l'argent public vers la production industrielle européenne et d'assurer finalement une base de production de valeur sur notre continent. C'est ça. Ensuite, dans l'Industrie Accelerator Act, il y a tout un volet aussi investissement direct étranger, où on met en place, enfin, vous parliez par exemple d'investissement chinois, oui, un cadre pour que les investissements industriels de certains pays qui ont une part assez prédominante sur le marché soient soumis à des autorisations. Et à un cadre qui fait que faut une joint venture, il faut que celui qui vient de l'étranger, il ait que 49% des actions, qu'il y ait du transfert de technologie, ouais, qu'il y ait une grosse part de la valeur ajoutée qui soit faite ici. Donc ça, c'est très bien, oui, et c'est dans le texte. Donc on va travailler. Voilà. Autre question importante, il y a eu beaucoup de débats à l'Assemblée, il y a eu beaucoup de polémiques, c'est sur la PPE. Tout ce qui finalement doit être normalement une planification énergétique et où on a l'impression, quand on est parfois dans les territoires et dans les entreprises, que c'est des choses qui se négocient plus de lobby à lobby, de parti à parti, qu'avec une réflexion qui est un petit peu plus posée et planifiée sur les véritables besoins de la France en énergie et comment est-ce que ça peut se découper, j'allais dire, en fonction des technologies qui produisent de l'énergie. C'est quoi votre sentiment sur ça ? La France, elle a besoin d'électricité. Et donc cette PPE, c'est une PPE électrification. D'ailleurs, un plan d'électrification sera annoncé avant l'été en lien avec cette PPE. Maintenant, l'électricité, comment on la produit ? On a fait un choix clair en faveur du nucléaire et du renouvelable. Et du renouvelable qui prend en considération tout ce qu'on s'est dit depuis le début. C'est-à-dire la capacité à le faire. Bon, je crois qu'on a tous compris que sur l'éolien terrestre, c'était un peu compliqué. Donc on s'est plutôt concentré sur l'éolien offshore. Que par contre, sur le solaire, il y avait... C'est quand même cher. Hein, mais c'est cher aussi, oui. L'éolien offshore. C'est cher, oui et non, parce que on voit bien qu'au fur et à mesure, on a des équipements beaucoup plus performants, on a des capacités à produire qui sont beaucoup plus massives, et donc le prix
il finit par baisser et être plus compétitif. Donc là, c'est un pari sur l'avenir pour dire on est oui. au début d'une technologie, non, ça va et puis de s'améliorer. toute façon, si on veut électrifier plus et électrifier rapidement, nos premières centrales, elles arrivent en 2038. Donc bon, il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas dire on veut électrifier et puis tout miser uniquement sur le nucléaire, ça ne marche pas. Et les usages parce que... Et il faut maintenant passer à l'électrification et aux usages, donc véhicules électriques, on garde le cap, pompe à chaleur, on garde le cap, et puis on est en train de regarder secteur par secteur pour développer effectivement les usages de l'électrique, y compris au domicile, y compris dans l'industrie. Voilà, on poursuit un cap d'électrification de notre économie et des usages du quotidien. Parce que là, on a quand même des centrales nucléaires qui sont vraiment pas à fond, hein, qui sont 70, même pas 80% de capacité. Est-ce que, enfin, il y a un certain nombre de personnes. Là, nos centrales, elles tournent à plein. Hein. Ouais. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, je peux vous dire que dans la crise que l'on traverse en ce moment, oui, là, c'est possible on est plutôt l'Europe, toute l'Europe peut dire merci à la France d'avoir un parc nucléaire qui fonctionne, hein. Parce que du coup, fameux truc là du RN, là, machin. Bon, du coup. Le poids du gaz, il est très faible. Il est particulièrement faible en France. Et il est particulièrement faible, du coup, aussi pour les autres, parce qu'on exporte de notre électricité nucléaire. Donc, merci la France. Non, ça, c'est sûr. Voilà. Le point... mais c'est important aussi. Ah, bien on sûr, passe notre temps à ne pas être fiers de nous-mêmes. Ah, ça, tout à fait. Mais oui, mais il n'y a pas tant de pays que ça, et je pense que ce sera peut-être notre mot de la fin. C'est le seul. Il n'y a pas tant de pays que ça qui savent faire tout ce qu'on sait faire. Il n'y a pas tant de pays que ça qui ont été capables d'envoyer un porte-avions et un certain nombre de bateaux. C'est sûr que ça fait drôle aux Anglais, là. Non mais, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux cette vidéo où on disait il y a 30 ans c'était merveilleux parce qu'on faisait des centrales nucléaires, on voyait une voiture qui décollait d'un porte-avions, on avait le TGV et puis on avait le Concorde. Bon on n'a plus le Concorde mais on a Airbus, des centrales nucléaires, on en lance des nouvelles. Des automobiles, on sait toujours en faire. On sait toujours en faire. Et même dans l'électrique, qui est une technologie qu'on apprend, la R5 électrique est la voiture la plus vendue en France. Voilà. Donc, arrêtons un peu avec ça. Arrêtons un peu avec ça. Il y a des difficultés, oui. Il faut prendre les problèmes à bras-le-corps, oui. Mais la France est un grand pays. Oui, la France est un grand pays. Et quand les Français arrivent à être fiers d'eux-mêmes, on arrive à faire des choses assez extraordinaires. Alors moi, je terminerai sur ça. On est des résistants, n'est-ce pas, les FFI? Nous sommes des résistants. Qu'est-ce que... La France est un grand pays quand elle décide d'étonner le monde. On l'a vu pour la reconstruction de Notre-Dame et pour les JO, où il y a eu des lois spéciales qui ont permis d'aller beaucoup plus vite. Seul moment historique où les Français ne sont pas engueulés, finalement. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça avec l'industrie? Pourquoi on ne dit pas, allez, loi spéciale, on cloisonne les choses? On a pu le faire pour des choses symboliquement merveilleuses. Parce qu'une fois encore, je pense que vous prenez les exemples de trucs qui ne pouvaient pas marcher. Je vous donne un exemple. Désolé, je vais reparler de Châlons, mais au moins c'est concret. C'est bien, on vient tous de quelque part. Bon, voilà. Ouais. Voilà. Non, je ne vais pas parler de Châlons. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps le patron de Vorwerk, qui fait le Thermomix, allemand. Qu'est-ce qu'il m'a dit, le patron de Vorwerk? Il m'a dit, j'ai construit mon usine en France 2 fois plus vite que si je l'avais fait en Allemagne. Sans doute parce qu'effectivement, il y a eu une bonne organisation locale. Je vais vous prendre maintenant l'autre exemple, à Châlons. Usine de pompe à chaleur, pas sur un petit terrain de 300 mètres carrés, 19 hectares. 19 hectares. Donc je ne fais pas de pub, je ne vous dis pas qui construit cette usine. Ils m'ont annoncé en octobre 2023 qu'ils prenaient la décision de construire cette usine sur l'ancien site de Kodak, sur un terrain de 19 hectares. Août 2024, moins d'1 an plus tard, ils commencent le chantier. C'est en France. Donc c'est possible. C'est pas aux États-Unis, c'est pas en Chine. Donc c'est possible. Il faut qu'on ait des fonciers clairs, qu'on ait une organisation territoriale et administrative claire, et que la volonté de réindustrialisation qui passe par l'association de l'État, des chefs d'entreprise et des acteurs locaux, elle continue à être affirmée. Et c'est pour ça que je dis, faisons attention en ce moment. Arrêtons de dire que nous ne serions pas ce grand pays capable de faire des choses.
Si. Parce que sinon, on va casser le moral de tout le monde et on n'y arrivera pas. Oui, il y a des difficultés. Je suis le premier à les vivre. Je peux vous dire, je vis des moments pas rigolos quand des dossiers arrivent sur mon bureau parce que ce ne sont pas des dossiers derrière, ce sont des gens, ce sont des familles. Ce sont des familles qui vont perdre leur job. Voilà. Et j'en ai plein en ce moment. Bon. Mais à côté de ça aussi, on est capable de réussir les trucs. Il ne faut pas changer grand-chose. Il faut être un peu mieux organisé parfois. Bon, bah, très bien. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Et j'espère qu'on pourra compter sur vous pour l'inauguration du club FFI à Châlons dans quelques temps. Mais ça, vous nous le direz hors caméra. Ça marche. Merci. Merci.